j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de You All. Ouais, c'est le deuxième du coup de la saison Queerness. Ouais, Et on est trop contente. on est trop contente. Ouais, on est trop contente de... On va vous dire de quoi, mais on est super contente de se retrouver avec une invitée très spéciale qui va se présenter parce Ouais. que tu le feras sûrement mieux que nous. Donc bienvenue déjà. En plus, on est à Rome, faut Oui, savoir on est à quand Rome. même. Parce qu'on tourne des podcasts franchement à travers les Partout, frontières. Hein. partout, Partout. partout. On a fait en Slovénie, on a fait au Cap-Vert, Toulouse, on a fait là en Italie. Tu vois, tu nous fais voyager. Lyon. C'est beau. C'est beau. Et On bah, est venu jusqu'à toi. Du coup, qui es-tu? alors moi, c'est Hilaria. Je suis la fondatrice de Majoie, une marque avec laquelle on a du coup déjà collaboré avec Marie. Et du coup, je suis très contente d'être là parce que du coup, c'est super de vous rencontrer En vrai. en vrai. Parce qu'avec toutes les communications, on échange sur Instagram, mais après, c'est beau aussi de se voir dans la vraie vie. Et du coup, comme on est à Rome, on a fait la Exactement. Et Pride on est, ensemble. voilà, c'est ça que j'allais voilà. dire. On est à Rome parce qu'on a fait la Pride. Et parce que si je m'avance pas, vu ton accent, tu es italienne. Bah oui, un peu. On va pas se mentir, je vais pas cacher ça, oui. Et tu viens d'où d'ailleurs de base en Italie? Alors moi, je viens de Sicile, mais en fait, j'ai vécu les dernières 10 ans à Paris. Donc voilà, je parle, même si on entend toujours mon accent, on va dire que... Mais tu sais que moi je trouve que l'accent italien c'est un des plus beaux accents du monde. Ouais. Ah oui. Et là, Franchement. t'habites toujours à Paris? Alors, du coup, non, là, ça fait à peu près 6 mois que je suis rentrée en Italie, Ok. mais à Milan. Donc, Ok. voilà. Trop cool, j'adore Milan. Et du coup aussi. Milan c'est mieux que Rome? Oula, elle commence- alors, elle- ça, C'est pas le but du podcast mais il faut que je sache. C'est un gros sujet. Alors, moi, j'aime beaucoup. Parce que c'est beaucoup plus agréable à vivre dans un sens de vraie vie, quoi. Ouais. De vie Du normale. quotidien, ouais. Oui, du quotidien. Après, Rome, c'est magnifique. C'est un musée à ciel ouvert. C'est incroyable. Mais il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde. ouais. Et le jour où tu dois aller travailler vraiment au bureau le matin, bon courage, quoi. Ouais. Donc, Ouais, c'est comme un peu Paris, quoi. voilà, mais en pire. Je dois dire, au niveau transport, en pire. Voilà. Et du coup, effectivement, donc Hilaria est une des fondatrices de Majoie, avec qui j'ai pu travailler il y a 2 mois, juste comme ça, notamment sur TikTok. Et vous aviez adoré la marque. Je pensais vraiment pas que les gens l'adoreraient autant. Pour Je tout crois te que j'ai dire. jamais vu une collab qui Ouais. a si bien marché pour Ouais, ouais. Marie. Vraiment, C'est c'était clair. toutes les heures, elle me disait mais attends, il y a machin, oh, il y a des clics Ouais. et machin, je te jure. Et j'ai trouvé ça fou que ça marche aussi bien parce que je savais que c'était un sujet qui marcherait bien, etc. Mais là, c'était vraiment un engouement assez fou. Et donc, pour mettre un petit peu de contexte, peut-être que tu peux présenter Majoie et ce que vous faites. Carrément. Et du coup, ça vous donnera un petit peu, on vous expliquera après le thème de ce podcast en lien avec du C'est vrai coup, qu'on n'a pas dit de thème. Non. Genre vraiment, c'est le. On est Mais parti un il y a- peu il y a une freestyle, cohérence, ouais. il y a une Il y a cohérence. une cohérence, ok. Bah, du coup, oui, Majoie est née du coup, il y a 3 ans maintenant, après 2 ans de développement produit. Enfin, nous, notre but, c'est un peu de réinventer les God ceintures, juste parce qu'en fait, ce qui existait, c'était juste pas adapté à nous. Et comme on cherchait, au bout d'un moment, on a dit, bah, tu sais quoi, on va le faire nous-mêmes. On est toujours les mieux, Oui, voilà, les mieux on est- servis quand on le fait nous-mêmes. Hein. Et en fait, c'est si simple, entre guillemets, que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça venait vraiment d'un besoin qu'on n'arrivait pas vraiment à satisfaire nous, parce que ce qui existait, c'était fait plus pour répondre, en fait, aux fantasmes des personnes qui l'ont imaginé, Ouais. plutôt qu'aux vrais besoins des femmes qui les utilisent, au final. Exactement. Ouais. Du coup, Majoie, c'est une marque de harnais Oui. culottes. Voilà. Elles sont très belles, les culottes d'ailleurs. Ouais. Tout le monde a fait des compliments sur ça. Et donc, c'est créé par 2 femmes lesbiennes. Oui, exactement. Pour les lesbiennes, Exactement. ou pour toutes les personnes qui se considèrent lesbiennes d'ailleurs. Et du coup, le thème de ce podcast, qu'est-ce que c'est, madame? C'est. On l'a pas verbalisé en fait. On l'a pas mis un mot, tu vois. Donc, Si, c'est, je pense, parler ensemble un petit peu des clichés et des pensées, un Ouais. peu des croyances autour de l'utilisation des toys et aussi également du coup des harnais, des God ceintures, etc. De retracer un petit peu comment est-ce que comment est-ce que nous on a un peu construit notre sexualité, notre rapport du coup aux toys et notamment du coup aux harnais, ceintures, etc. Et d'échanger un petit peu autour de ça, pourquoi pas un peu des clichés qu'il peut y avoir autour de l'utilisation des toys, ouais, et de la sexualité lesbienne de la manière sexualité générale, je pense. lesbienne et du rapport aux normes. Ouais. Et voilà, ça me paraît pas mal. On pouvait pas faire un titre
genre de ça. Ouais, c'est faudra qu'on trouve une phrase quand même pour l'épisode. Là, en gros, on va parler de sexualité lesbienne et de tout ce qui va être autour, stéréotypes, etc. Et notamment l'utilisation des toys dans ça. Elle est psychologue, je sais pas si je t'avais dit. Ah non, je savais pas. Voilà, psychologue. C'est elle qui pose les questions dans le podcast et nous on y répond quoi. Ok, ça va faire une séance gratuite. C'est gratuit. Et ça permet aussi, si jamais, parce que moi j'accompagne, la majeure partie de ma patientèle sont des personnes queer. Et donc c'est des choses dont on parle aussi souvent. Ces questions autour de la sexualité, autour des normes dans la sexualité, autour des pratiques, etc. Et donc je pense que ça, en tout cas, ça peut donner plein de choses intéressantes à dire. Du coup, la question avec laquelle je voulais qu'on démarre un petit peu, c'est comment est-ce que vous avez construit déjà votre rapport à votre sexualité ? Et je trouve aussi, je trouve ça aussi intéressant puisqu'on ne vient pas du même pays. Ouais. Donc est-ce que les représentations étaient les mêmes, etc. Et je trouve ça aussi intéressant de pouvoir comparer un petit peu à ce niveau-là. Du coup, je te laisse commencer. Oui, du coup, comment est-ce que j'ai construit ton rapport à la sexualité ? Alors, moi, ça date vraiment, je me souviens avoir mes premières pensées sexuelles, entre guillemets, très, très jeune. Et c'était le moment, en fait, je me souviens qu'on jouait avec les poupées et que, instinctivement, toi, ma sœur, elle jouait à maman-fille. Et pour moi, elle, c'était un peu ma meuf, quoi. Je sentais vraiment un désir envers la poupée. Et du coup, ça, je dois dire, assez jeune. Et du coup, en fait, c'était à cette époque-là, évidemment, j'étais très jeune, donc c'est vraiment juste la construction du plaisir, c'est un peu spontané. On a un peu tous, je pense, essayé des objets qui ne sont pas vraiment des jouets sexuels. Mais il n'y avait pas forcément, dans mon esprit, l'idée qu'on pouvait être une femme, aimer une autre femme. Donc, ça n'existait pas dans les possibilités. Et du coup, c'est comme si, presque naturellement, tu tournes vers l'univers masculin, de devenir, en fait, tu vois, un peu le fameux garçon manqué, mais juste parce qu'en fait, ça te paraît la seule façon de faire pour entrer un peu dans ce stéréotype-là, quoi. Et du coup, tu n'avais pas de représentation qu'une femme pouvait aimer une autre femme parce qu'il n'y en avait pas dans ton entourage et dans la culture de ce que tu regardais, c'est-à-dire dessins animés, tu vois, tout ça, ou est-ce que c'était quand même quelque chose dont ta famille t'avait déjà parlé, ou t'avais des représentations dans ton entourage, etc. Pas du tout. Donc, pas dans mon entourage, même pas, si tu veux, dans les dessins animés ou autre chose, quoi. Donc, moi, quand je regardais les dessins animés, je sentais que j'avais un penchant pour les personnages féminins, mais du coup, j'essayais de m'identifier avec les personnages masculins, juste parce qu'en fait, il n'y avait pas forcément d'autres options, quoi. Et ça a été comme ça jusqu'à je pense, mes 16 ans, où en fait, j'ai eu ma première relation avec une meuf. Et c'est là où j'ai eu, du coup, c'est possible aussi. Ça existe, Ça existe. Ok. Mais oui, non, c'était pas du tout, dans mon entourage, il avait absolument rien. Même dans la culture, si tu veux, à la télé, tout ça, c'était pas des choses qu'on me voyait souvent, quoi. Ouais, moi j'ai grandi en pensant que j'étais hétéro jusqu'à 26 ans, donc en fait si tu veux, je relate un petit peu le truc de se tourner vers quelque chose parce que c'est la norme et parce qu'on pense que machin. Après moi, du coup, pour que les gens du podcast le savent, mais moi je suis pas lesbienne, je suis bi, du coup. Tu sors avec moi, donc je pense que on sait que t'es pas biphobe du coup. Mais du coup, tu vois, j'ai vraiment grandi en pensant 100% que j'étais hétéro jusqu'à 26 ans, comme ça, j'ai fait ma petite vie et tout. Donc moi, j'ai construit mon rapport à la sexualité et même mes rapports sexuels, etc., avec toutes les normes hétéro et avec le porno hétéro, avec tout ce qu'on va projeter sur une relation hétérosexuelle, donc très hétéronormée, très phallocentrée aussi, etc. Et voilà, j'ai fait ça pendant 15 ans, quoi, parce que, on va dire que j'ai pas daté depuis que je suis née, quand même. Mais en gros, j'ai été en couple pendant, tu vois, 15 années avant de rencontrer Isaline, ouais, une 10-15 années, non ? 12 ans. 12 ans. Elle sait mieux que moi. Pendant 12 ans. Et 4 fois 3, non ? Ouais, mais après, il y a eu quand même des entre-deux, mais j'ai beaucoup performé, du coup, ce truc-là pendant 12-13 ans. Et après, j'ai découvert que j'aimais aussi les femmes. Et j'ai dû réapprendre aussi à avoir une sexualité qui n'est pas, du coup, hétéronormée.
Et je pense que ça, on y reviendra, etc. Mais c'est vrai que pour moi, il y a un fossé entre ce avec quoi je me suis construit et ce dans quoi maintenant j'évolue, tu vois. Mais après, enfin, et ça on en reparlera aussi un petit peu plus tard, c'est pas parce que tu entres dans l'univers lesbien que tu brises directement les codes de l'hétéronormativité. Il y a plein de couples lesbiens où les personnes, elles sont encore matrixées par le schéma patriarcal et par le schéma hétéronormatif, et où il y a toujours un peu ce truc de rôle masculin-féminin, ce rôle de dominant, top et bottom, là, ces trucs qui peuvent donner des cases dans lesquelles on s'identifie plus, tu vois, mais ça je trouve que c'est pas une carte, c'est pas un passe-droit directement vers la déconstruction des normes, le fait de passer du côté arc-en-ciel, quoi. Du côté arc-en-ciel. Moi, si tu veux, au contraire, moi je n'ai fait mon coming out jusqu'à mes 28 ans. Donc malgré le fait que j'avais eu des relations... Ça allait être ma question, justement. Qu'est-ce qui s'est passé à 16 ans, justement? Juste, en fait, je pense comme beaucoup de monde, tu vois, la meilleure amie de l'école le cliché. Qui devient plus que meilleure amie. Une de plus dans ma liste. Jusqu'à ce que elle dit, mais en fait, pour moi, t'es ma meilleure amie. Et du coup, là, ça te merde. Ah merde. Et le cœur brisé, quoi. Oui, voilà, cœur brisé et tout. Donc, c'était ton premier, genre, heartbroken de Oui, j'ai commencé assez tôt à me faire déchirer le cœur. Mais après, justement, en fait... Après ça, j'ai essayé de me découvrir, au contraire, en tant qu'hétéro. Du coup, j'ai passé mes 18 ans à mes 28 ans à essayer, entre guillemets, d'être hétéro. Au final, j'ai compris, non, ça va pas. Et ça, on en a pas mal parlé, du coup, dans l'épisode qui sortira après celui-ci, je crois. Avec, on va pas donner le nom des invités parce que c'est encore secret du coup, mais on en avait pas mal parlé sur le fait justement de tu découvres que tu es attiré par les femmes et du coup tu le rejettes en essayant de dater des mecs, de machin et tout. Et c'était surtout parce que à cette époque-là aussi, d'où je venais, en fait, si tu veux, ça existait pas les lesbiennes au sens où en fait ceux qui s'identifiaient vraiment en tant que lesbienne, c'était vraiment la lesbienne butch, hyper masculine et tout. Et c'était aussi un mot très politique, si tu veux. Oui. Et du coup, en fait, moi, je n'arrivais juste pas à m'identifier comme ça, parce que juste, je ne me sentais pas forcément collée avec tout le stéréotype qui va avec. Donc, je savais que j'aimais les femmes, mais j'aime les femmes, je suis pas lesbienne. Donc c'est ce genre de... T'as quel âge, si je peux me permettre? 34. Ok, donc on est un peu de la même génération, et c'est vrai que moi j'avais un peu aussi ce cliché-là, où quand on était petite, j'ai l'impression que la représentation des lesbiennes qu'on avait, c'était des butch. C'était que des butch. Ouais. Et du coup, quand t'es une meuf un peu féminine, qui a envie de te maquiller, machin, truc bidule, ça va pas ensemble. Les butch peuvent très bien se maquiller et être... voilà. Mais t'avais ce truc de dire, mais moi, je ressemble pas à ça, donc moi, je suis pas lesbienne, tu vois. Exactement. Et moi, c'était un peu ce qui s'est passé, qui m'a fait, du coup, entre guillemets... tu vas perdre, mais après, c'est pas de temps perdu. Mais je sais que j'ai passé 10 ans à me chercher chez les mecs, alors que, évidemment, c'était pas ça mon bonheur, quoi. Ouais, carrément. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup, à 28 ans? C'est que tu as rencontré quelqu'un ou... Oui, voilà. Déjà, j'ai fait de la thérapie. Hein. Ça aide, vous voyez, je vous le dis tout le temps. Et voilà, ça n'a pas pris beaucoup de... Et la fille, elle a dit non, non. Je pense que je veux bien que tu me payes pendant des années, mais je pense que là, c'est assez... Je pense que là, c'est assez clair où est le problème. Et voilà, il faut que tout accepte et que tout découvre. Du coup, oui, j'ai rencontré quelqu'un et en fait, ça m'a aidé, tu vois, même à le dire à mes parents. Enfin, voilà, je ne voulais pas le dire sans qu'il y ait quelqu'un, tu vois. C'est ce genre de choses où, tu vois, même... oui, la relation avec les parents, enfin moi ça a complètement changé parce qu'en fait jusqu'à là je disais n'importe où, enfin je mentais à la limite, tu vois. Et du coup le moment où j'ai pu accepter vivre plus ouvertement ma relation, du coup ça a aussi ça nous a rapprochés parce que bien du sûr, coup, tu pouvais être toi avec eux, en fait. Exactement. Ouais. Ok, et toi? Parce et que moi, tu nous poses des questions mais tu réponds pas.
Moi, je pense que j'ai eu quand même de la chance parce que j'ai eu des représentations LGBT très jeunes, quand même. Déjà, moi, j'avais ma tante qui était lesbienne. Donc ça, c'est quand même une représentation quand même proche. Et j'ai eu l'immense chance de rentrer en structure, en sport-études à 15 ans. Et en fait, en sport-études, il n'y a que des lesbiennes, quoi. En fait, à un moment donné, j'ai baigné, et en fait, il y avait des sports, on va dire, il y a des clichés dans le sport, je suis désolée, il y a des sports où il y a plein de lesbiennes. À un moment donné, le softball. Voilà, on avait une équipe de softball, donc c'est le baseball féminin, même si c'est... En fait, maintenant, je me rends compte un peu misogyne d'avoir créé un sport avec une balle plus grosse et pas la même règle de lancer, quand même. Mais bon, passons, c'est pas le sujet. Et en fait, ouais, c'était... En fait, du coup, j'avais... à partir de 15 ans, j'étais à l'internat avec que des meufs. Ouais. Et beaucoup de meufs out, quoi. Beaucoup de meufs, lesbiennes, en couple. Enfin, il y avait même des personnes en couple dans l'internat, etc. Et du coup, question, parce que ça, tu le racontes souvent dans le podcast et tout, mais là, vu qu'on parle de sexualité, est-ce que ça a été aussi un endroit où ces personnes-là ont pu t'apprendre des choses sur la sexualité lesbienne, où t'as pu poser des questions sur vraiment le côté sexualité, tu vois, pas que juste il y a des lesbiennes et je peux être lesbienne, tu vois. Est-ce que c'était aussi parce que en internat t'es jeune, t'es adolescent, c'est quand même les moments où tu vois t'as les premières fois qui arrivent, etc. Est-ce que t'as pu avoir aussi de la représentation sur de la sexualité lesbienne? Non, c'est pas forcément des sujets dont on discutait. Et puis, malgré tout, à l'internat, il y avait quand même ce truc où c'était, entre guillemets, interdit, tu vois, de faire ça à l'internat. On était quasiment toutes et tous mineurs, même s'il y avait un endroit où il y avait des majeurs, etc. On parlait plus, en fait, du côté émotionnel lié au coming out, lié à l'acceptation de soi. Ça, par contre, c'est des choses dont on pouvait discuter pas mal. Et je me rappelle, je m'étais faite une amie... qui m'avait beaucoup aidée, en fait, avec qui on discutait pas mal un peu de ces questions-là et qui m'a aidée aussi moi à avancer dans mon processus de coming out parce que c'est des choses moi dont je me suis rendu compte aussi très jeune, quoi. Alors, encore une fois, je parle tout le temps d'elle, mais Angélique, ma maîtresse de primaire, j'étais in love d'elle, quoi. Ah oui, pas sa meilleure amie, je pense que nous on a fait un peu le même vécu, mais dans des endroits très différents parce que là, quand tu dis ta tante, moi pareil, j'ai une tante qui a toujours eu une amie. Mais une meilleure amie avec qui elle amie, voilà, non, donc elle vit plus ensemble parce qu'elle est manquée, mais à ce moment-là, tu vois, nous on savait, pour nous c'était son amie qui est manquée, tu vois. Du coup, c'est même avec le recul, je me dis ça doit être terrible en fait. Très probablement, tu vois, elle a vécu toute sa vie et du coup, en se cachant. Et pareil, moi, je faisais du basket. En grandissant, pareil, je dirais pas forcément le sport avec plus de filles hétéros, mais personne n'était out. Donc, en fait, à la limite, on savait... Mais du coin de l'œil tu savais quoi. Voilà, mais du coup si tu veux avec cette personne on s'est redécouvert du coup 15 ans après, tu vois, pas du tout dans l'adolescence, tu vois. Je vois. C'est fou ça. Après moi j'ai fait mon coming out jeune, j'ai fait mon coming out à 16 ans à peu près. Je l'ai fait assez rapidement parce que j'ai eu une copine du coup à ce moment-là. Et des ex? Ouais, désolée de te l'apprendre. Et du coup j'ai fait mon coming out à ce moment-là, donc ça m'a permis, je pense aussi, de continuer à explorer ce milieu-là. Et après quand pour mes études je suis arrivée à Montpellier, j'étais entourée que de... à Montpellier c'est très queer comme ville. J'ai intégré directement des sphères queer parce que les personnes qui m'ont intégrée à Montpellier étaient des personnes queer en fait, donc... Mais moi tu vois, je te posais cette question de est-ce que tu avais pu aborder la sexualité lesbienne à l'internat et tout, parce que moi je sais qu'au collège, lycée, c'était quand même un vrai sujet chez les hétéros, tu vois. Il y avait un vrai truc de « Ah, t'as toujours pas fait ta première fois. Ah, il faut faire ta première fois. Et ça va se passer comme ça. » Et machin. On en parlait beaucoup. Alors, souvent, beaucoup de choses fausses, tu vois, aussi. Mais c'était un vrai sujet. Les garçons, ils parlaient entre eux de la première fois qu'ils allaient ken une meuf. Et nous, c'était en mode genre « Ah, j'espère que ça va y aller, que j'aurai pas trop mal, que machin. » Mais c'était des sujets qu'on avait, tu vois. On parlait de sexualité beaucoup plus librement, j'ai l'impression. Et surtout, en fait, on avait vraiment genre beaucoup de représentations. Et du coup, il y avait ce truc de... on en parlait comme si c'était vraiment une étape à passer, tu vois. Et j'ai la sensation que du coup, c'était quand j'ai fait ma première fois avec un mec, c'était presque genre... Je savais exactement ce que je devais faire et quand je devais le faire, tu vois, très millimétré, un peu un truc d'acteur. Il y a des scripts relationnels de ouf. Exactement. Mais parce qu'on m'en avait parlé, tu vois. Et alors que la première fois que j'ai eu une relation avec une meuf,
j'étais un peu en mode qu'est-ce que je dois faire, par où je dois commencer, c'est quoi le truc, tu vois, parce qu'en fait j'ai jamais eu de représentation là-dessus et personne m'a jamais dit comment ça allait se passer non plus, tu vois. Après c'est pas une mauvaise chose, tu vois, de pas savoir et de découvrir, mais j'ai un peu cette sensation là, quoi. Moi je me souviens sur ça qu'en fait un des trucs sur lesquels toi mes copines parlaient entre elles. Et en fait, déjà, moi, je pouvais rien dire. Mais en fait, c'était comme si moi, je ne l'avais pas encore fait. Alors qu'en fait, j'avais des relations sexuelles. Mais comme ce n'était pas une relation avec un mec pénétratif, du coup, c'est comme si ça ne comptait pas, tu vois. Et ça, même dans ma tête, c'était comme ça, tu vois. Du coup, moi, pareil, je sentais qu'en fait, ma première fois, c'était beaucoup plus tard avec un mec, parce que c'était ça, le moment où, en fait, je peux dire, tu vois, je suis plus vierge, j'ai commencé ma sexualité, alors comme si tout ce qui s'était passé avant, ça comptait pas. Mais je te rejoins parce que même, du coup, moi, quand j'étais jeune et donc hétéro, il y avait ce truc de si tu faisais les prélis. Oui. Je mets des gros guillemets parce que ce mot-là, voilà. J'allais parler de ça. Des prélis avec un mec, c'était pas ta première fois non plus, ça comptait pas. Tu vois, c'était. Exactement. On a fait du touche-pipi, tu vois, c'est ce qu'on dit en France en mode. Et t'es là en mode, en fait, en réalité, cette sexualité-là, elle est déjà bien plus. Elle donne bien plus de plaisir aux personnes avec une vulve que la pénétrative pour la plupart d'entre nous. Et en plus de ça, c'est quand même une sexualité qui représente toute une partie des personnes queer qui ont une sexualité non pénétrative, tu vois. Oui, et du coup, je pense notamment aux personnes qui font du vaginisme, aux personnes... Voilà, en fait, et effectivement, c'est pour ça que le terme préliminaire, il me sort par les yeux, parce qu'en fait, c'est pas du vrai sexe, quoi. En fait, c'est avant le Saint Graal. Le Saint Graal, la Saint Graal pénétration. Et moi, je me souviens de ça comme un truc un peu aussi, un petit traumatisme, parce qu'en fait, c'était un peu ce qu'il m'avait dit la meuf en question, parce qu'en fait, elle dit oui, mais avec toi, c'est que le début, avec lui, je vais jusqu'à... Enfin, des trucs qui, en fait... avec le recul, tu te dis n'importe quoi. Bah oui, c'est clair. Mais que, si tu veux, au moment, en fait, tu crées ta sexualité, ça devient pour toi aussi tu as un peu pas un rejet de ton corps, mais en quelque sorte, tu as un truc, en fait, il me manque un bout, quoi. Bah oui, bien sûr, voilà. complètement. Oui, puis on te dit qu'en gros, la sexualité que tu vas avoir, elle est pas complète et qu'il manquera toujours un mec. Exactement. Alors qu'en réalité, toi, t'es pas attiré par un mec, donc non, il manque pas quelqu'un parce que cette personne ne m'attire pas, tu vois, donc j'ai pas besoin de ça. Ah oui, non, c'est clair. Et puis même, tu vas avoir plein de personnes, même queer, de personnes, de femmes lesbiennes, etc., qui vont même elles-mêmes considérer qu'un rapport sexuel sans pénétration, même si c'est pas, du coup, obviously, quoique je dis des bêtises, ça peut être avec un pénis, mais va être incomplet. Oui. Même dans la sexualité entre lesbiennes, tu vois. Tu vas avoir des personnes, par exemple, moi, ça m'arrive régulièrement d'accompagner des personnes qui font du vaginisme. C'est une problématique qui est extrêmement fréquente et juste qui est très tabou, en fait, malheureusement. Et à chaque fois, les personnes qui souffrent de vaginisme culpabilisent, en fait. Parce que dans leur sexualité, il ne pourra pas y avoir de pénétration. Comme s'il fallait qu'il y ait de la pénétration pour un rapport sexuel complet. Et est-ce que c'est des personnes queer ou est-ce que c'est des personnes hétéros ? Non, c'est des personnes queer aussi, tu vois. Parce qu'il y a un vrai sujet sur la culpabilisation des femmes hétéros à pas pouvoir avoir. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi le cas pour les personnes lesbiennes, les personnes bi, etc., dans des rapports sans mec, tu vois. Donc en fait, c'est aussi malheureusement présent dans la communauté lesbienne, bisexuelle, etc., d'avoir cette culpabilisation autour de l'impossibilité de pénétration, alors qu'on est bien d'accord, le plaisir est majoritairement lié aux stimulations externes, en fait. Et en même temps, tu sais, moi, j'ai entendu, en fait, sur ça, des choses, l'opposé, c'est-à-dire qu'en fait, à la limite, t'es pas une vraie lesbienne si t'aimes bien être pénétrée. Parce qu'en fait... ça m'étonne pas. Parce que du coup, t'aurais envie de... quelque chose qui te pénètre, exactement. Et donc ce serait forcément un homme. Exactement. Et donc en fait t'es pas une vraie lesbienne, même si toi ta nature fait que t'as un vagin et ça peut te plaire juste être stimulé, quoi. Enfin, c'est drôle que tu dis ça parce que moi c'est souvent des commentaires que j'ai sur Instagram, j'allais dire Facebook, mais je suis pas une boumeuse non plus, sur Instagram et sur TikTok, quand je parle de toys qui sont pénétratifs, c'est mais du coup il vous manque un mec dans votre relation,
ah mais en fait tu remplaces, tu dis que t'aimes pas les hommes mais t'as des zizi en plastique. Enfin tu vois, c'est genre tout de suite de ramener à un truc pénétratif, c'est forcément un pénis, tu vois, et forcément un homme, genre. Oui, voilà. Alors que déjà, il peut y avoir une femme avec un pénis, tu vois, et tu peux avoir des objets pénétratifs où il y a juste personne de et où déjà t'es toute seule à l'utiliser, ou alors c'est des fois, une femme en face qui les hommes n'ont pas compris qu'en fait on n'a pas forcément un problème avec la bite, c'est tout ce qu'il y a autour. Derrière. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que ça m'horripile d'avoir... ça, c'était vraiment à l'époque, c'est beaucoup moins le cas maintenant, mais avant d'avoir des toys qui ressemblaient à avec des nervures et tout là. Ouais. Le petit Roland là. Oui, voilà, c'est justement. Et alors que en fait, ouais, non, c'est pas ça qu'on veut en fait. C'est vraiment pas ça qu'on veut, tu vois. Et moi, ça, c'est un vrai sujet. Je trouve, même encore maintenant, il y a beaucoup de toys qui sont quand même très ressemblants avec des pénis et qui sont très genre phallo, je sais pas comment on dit. Mais je pense qu'ils sont créés par des hommes. Oui. Je suis intimement persuadée qu'ils sont créés par des hommes. Moi, il y a 3 semaines, j'étais à Aerospain à Barcelone, qui est un peu le salon. Tu voyages, toi. Oui, voilà. Et c'était. C'est genre le salon du sextoy. Oui, voilà, des sextoys. Donc, c'est vraiment un truc B2B. Donc, il y a les marques, il y a les revendeurs. C'est vraiment. J'ai cru que t'allais dire bit to bit. Non. Mais alors. J'ai cru que t'allais faire cette blague. Alors, non, mais si tu veux, on coupe, on la refait parce qu'en gros, c'était ça. C'était vraiment bit to bit, quoi. C'est vraiment, tu te dis. Attends, nous on sent que aussi, tu vois, les attentes des consommateurs ont changé, que, on n'est pas forcément dans ce truc-là, mais l'industrie, elle est restée où elle était. À la limite, il sort des choses encore plus cringe avec l'intelligence artificielle, à mettre la tête sur les pornos et des choses comme ça. J'ai dit, mais et alors, ça va pas du tout dans le bon sens, quoi. Et tu dirais qu'il y a plus d'hommes qui gèrent des boîtes de sextoys que de femmes? Il y a que des mecs qui gèrent des boîtes de sextoys. Et il y a les femmes qui ont des marques de sextoys, on les connaît. On se connaît même entre nous parce que c'est vraiment c'est un petit cercle. C'est un petit cercle. Ça commence là beaucoup, il y en a beaucoup plus maintenant. Il y en a aussi des historiques, on n'est pas nous l'avant-garde, mais c'est sûr que on est la minorité absolue. Ouais. Et ça c'est aussi c'est un vrai sujet, la récupération de la libération sexuelle des femmes par les hommes, tu vois. Et qui en ont absolument rien à foutre de la libération sexuelle des femmes. Et qui ont fait un business pour se faire des thunes sous couvert de on est super féministes. Mais alors du coup, moi, je me pose une question, c'est comment t'en es arrivée à créer ta marque? Alors justement, c'était parce que du coup, à un moment donné, le moment venu où j'ai vécu librement du coup, ma sexualité avec ma compagne de l'époque, en fait, on essayait des trucs. Parce qu'elle m'a dit, je vois ta sexualité. Moi, je n'avais jamais utilisé des sextoys. Et du coup, elle me dit, je pense qu'en fait, ça te plairait d'essayer un God ceinture, etc. Et moi, sur ça, j'avais aussi un peu de blocage. Parce que comme j'avais grandi avec un peu garçon manqué, en compétition toujours avec les hommes et tout, en fait, d'un côté, je sentais que je voulais, mais de l'autre côté, en fait, ça me cringeait de me dire, en fait, je dois apporter ça alors que j'ai fait toute ma bataille, tu vois, sur le fait que j'ai pas besoin de ça. Et donc, en fait, ça me posait vraiment un dilemme éthique de est-ce que j'ai envie, mais en même temps, j'ai pas envie de faire ça. Du coup, c'est un peu un débat intérieur entre l'instant et un peu le raisonnement. Et en effet, quand j'utilisais ça, j'ai essayé pas mal de trucs. J'ai dit, alors, j'aime bien l'idée, mais l'expérience, c'est juste nul, quoi. Ça me fait mal, je sens rien, à la limite, ça me fait plaisir de te faire plaisir, mais rien d'autre. Mais rien d'autre. Et du coup, mais ça me générait un peu de frustration. Parce qu'en même temps, je dis, alors ça, c'est un truc qui m'excite beaucoup. Et le fait de donner du plaisir à ma partenaire, ça m'excite beaucoup. Mais en fait, je ressens que de la frustration. Ouais. Et du coup, c'est juste dit, en fait, mais pourquoi personne n'a pensé à faire un truc où, banalement, les deux partenaires ressentent du plaisir, ou voilà, que ce ne soit pas si inconfortable et tout. Et en fait, on a un peu découvert, on n'a pas découvert, mais en fait, on a un peu creusé le sujet. Et c'est qu'en fait, le God ceinture
est né plus pour un truc de domination et de soumission. Et du coup, en fait, c'était pas pensé pour un truc de plaisir à deux, de partage, de connexion entre le partenaire. C'était de la soumission. En gros, ce qu'il utilise le plus, qu'on sait qu'on les utilise, après nous on sait que beaucoup de lesbiennes l'utilisent dans leurs relations normales, mais en tout cas tous les stéréotypes est lié vraiment à la soumission. Oui, et même l'objet en tant que tel, parce que c'était des ceintures, c'était en strap, c'était en harnais, donc ça reprend les codes du BDSM. Exactement. Mais pour moi c'est un truc qui était, je pense, à la base utilisé dans les couples hétéros pour le côté BDSM, sodomie, femme qui pénètre l'homme, tu vois. Voilà, et du coup, même ça implique un truc un peu, entre guillemets, sexiste, où en fait on nie même le plaisir d'une femme de pouvoir, tu vois, soumettre, entre guillemets, un homme, et du coup c'est quand même tout est comment dire le fruit des fantasmes des hommes et qui ont construit un peu cet imaginaire là sans jamais penser aux femmes comme d'habitude. Voilà, du coup c'est ça que je dis, j'ai découvert, on n'a rien découvert, du coup c'est rien de nouveau. Mais du coup, c'est comme ça, en fait. C'est parti comme un truc... moi, sur le papier, je fais un dessin, je dis, mais pourquoi personne n'a pensé à faire un truc qui soit un peu plus simple? Après, moment Covid, remise en question, la vie, la carrière et tout ça, j'ai quitté mon boulot d'avant et je me suis lancée, du coup, juste dans ça. Parce que je pensais vraiment que... Mais attends, question, du coup, l'autre cofondatrice, c'est ton ex? Oui. J'adore, j'en étais sûre. Exactement. C'est vraiment lesbien, tu peux mourir. Exactement. Mais du coup, vous êtes en bon terme? Oui. Du coup, on est associés. Non, mais j'adore. Tu peux pas faire plus lesbien. Voilà, c'est justement. Je te rappelle qu'on a un podcast, si jamais on se sépare ou autre. Faudra qu'on reste en bon terme, hein. On n'a pas le choix. Non, mais c'est dur, hein, on va pas se mentir, mais en vrai, c'est là où on se rend compte à quel point les gens font les produits, et en fait des fois tu te retrouves des trucs et quand tu essayes et tu te dis ça ne marche pas, c'est moi le problème, alors que pas du tout, c'est juste qu'en fait la personne qui l'a pensé n'a pas pensé à toi, tu vois. Et juste parce qu'en fait c'est vraiment pas les personnes qui ont ce problème, qui ne sont jamais posé la question, etc. Et du coup c'est pour ça que je pense que nous c'est un peu notre force, malgré le fait que le produit puisse être pas parfaite, pas adaptée à tout le monde, parce que chacun est encore un peu différent. C'est en fait le fait que, banalement, on l'a essayé avant, tu vois, et on a dit, bon, ok, là, ça marche. C'est créé par des personnes qui sont concernées par l'utilisation de ce produit. Donc forcément, ça fonctionne beaucoup mieux. Et effectivement, du coup, c'est ce que je disais en off avant qu'on commence le podcast, mais moi, quand j'ai fait la collaboration avec toi, enfin avec vous, il y a eu un vrai sujet dans mes DM qui était c'est beau. Parce que la culotte est en dentelle, c'est quand même très joli, etc. Donc c'est pas genre juste une vieille culotte moche, tu vois, en mode grand-mère que tu mets parce que comme ça tient mieux. Genre là elle est un peu tanga même, tu vois, donc elle est un peu échancrée, donc elle est jolie, etc. Il y a des tailles de God, et du coup les tailles sont vraiment respectées, et ça aussi c'est un truc qui est beaucoup revenu dans mes DM, c'est pour une fois que la taille S, on dirait pas Rocco Siffredi, tu vois, tu te dis genre cool, parce que il y a beaucoup de toys où tu prends une taille S, le truc il arrive, t'es là, mais enfin je sais pas où je vais mettre ça, mais tu vois. Parce que banalement, nous on a posé la question, tu vois, nous on avait commencé à bâtir un peu une communauté, des gens que nous suivaient. En fait, on a un peu co-créé le produit avec la commu. Et en fait, on a juste posé la question, pour vous, c'est quoi la bonne taille, etc. En fait, le max, c'était autour de 15. Donc, on dit, ok, du coup, 15, si c'est la moyenne, ça va être un peu en bas, le S, un peu plus en bas. C'est ça. Et moi, j'ai une question. Alors, j'ai pas regardé tous les modèles que vous avez. Vous avez que des culottes d'apparence féminine, où il y a des formes de culottes plus neutres qui pourraient, par exemple, être à destination des hommes trans ou Justement, alors pour nous, c'était au début de l'aventure. Nous, on avait pensé à 3 modèles de culottes, justement pour essayer de plaire un peu à tout le monde. Et de vraiment créer un système qui soit modulaire, où en fait chacun peut vraiment se construire le toy parfait pour soi.
Après, malheureusement, la vie a fait que lancer 3 modèles de culottes, c'est très compliqué. Oui, parce que du coup, si on peut mettre du contexte, vous êtes encore une jeune marque qui est en autoproduction, etc. Donc, on n'a pas la possibilité, pas comme des gros trucs. Vous n'êtes pas Dorsel, quoi. Vous ne pouvez pas sortir des milliers d'euros pour sortir. Exactement. Et du coup, comme on a dû lancer on a choisi déjà celui qui avait été plus choisi en pré-vente et aussi celui qui nous représentait plus parce qu'en fait on voulait pas faire ce qu'ils font les mecs, c'est-à-dire qu'en fait penser ce qui est mieux pour les autres. Donc moi j'ai dit bien sûr, au pire je fais le toy pour moi, j'aurais dépensé énormément d'argent, c'est un toy qui coûte très cher, exactement, mais c'est fait exactement pour moi, c'est un truc que je porterai et que en fait qui marche sur moi, tu vois. Moi, bien sûr, bah oui, parce que c'est aussi à travers ce que tu connais toi et ton expérience à toi. Ouais, je comprends. Donc c'était ça l'idée. Mais du coup pour l'instant il n'y a qu'un seul modèle et ce que tu peux changer ça va être la taille du God du coup il y en a 3. Il y en a 3. Ouais, c'est ça, 3 S, M, L. Et pour le coup c'est ce que je disais, donc c'est vraiment des tailles qui sont représentatives et où t'es pas là en mode mais en fait ça va jamais passer quoi, tu vois. Et le dernier truc c'était le confort. Comme tu disais, toi, c'était quelque chose qui était pour toi, genre, pas confortable, etc., etc. Et là, en fait, le fait que ce soit une culotte, que ce soit le maintien est bon, et en plus, c'est confort, quoi. Oui, c'est confort, et c'est aussi, je pense, facile à porter, parce qu'un des gros sujets, quand on met l'harnais, c'est en fait pendant 15 minutes. Et voilà, c'est tout le moment de ouais, carrément. de le porter, qu'en fait, te dis, attends, je vais prendre l'harnais, et en fait, il y a ces 10 minutes de musique d'ascenseur. Tu te regardes dans le blanc des yeux. Et voilà, donc, nous on voulait un truc qui soit vraiment qui casse pas l'ambiance aussi, que tu peux le porter facilement, tu peux même le porter avant si tu veux et après rajouter au moment venu juste le dildo. En vrai tu peux même porter la culotte dans la vie de tous les jours parce que du coup elle est très belle et en vrai il y a juste une micro attache devant mais elle est pas gênante. Mais en fait avec tes jeans ça se voit pas donc en fait c'était l'idée du début. Ouais. Et il y avait aussi, moi, la grosse question qu'on m'a posée, c'est est-ce que ça tient bien Parce que je sais pas si t'as déjà eu des galères, toi, genre de trucs qui s'en vont, qui tiennent pas, qui sont galères. Après, t'as aussi ceux, tu sais, qui sont sans harnais, mais où t'as une partenaire qui a une partie et l'autre qui a l'autre. Mais alors, il faut avoir un périnée. Exactement, souvent, c'est lourd, etc. Et au moment où tout mouille un peu... c'est clair. C'est clair, il faut avoir un périnée genre digne de Wonder Woman pour les tenir, tu vois. Et du coup, c'était comment vous avez testé le maintien justement du truc Alors, justement, nous, quand on a posé la question pour essayer de comprendre en fait c'était quoi le problème à résoudre, et en fait il y avait ce truc-là, c'est moche et c'est vraiment un peu des fois vraiment pas classe. 2, ça prend beaucoup de temps. Et 3, inconfortable. Et justement, le 4e, en fait, ça sort, ça tombe, ça reste pas en place. Du coup, pour nous, c'était très important de trouver une solution pour ces 4 choses-là. Et en fait, initialement, on avait juste pensé à un aimant parce qu'en fait, c'était très facile, ça tenait bien, etc. Mais en fait, ce qu'on avait, du coup, en essayant, en fait, on trouvait que ça pouvait bouger et en fait, se détacher. Surtout quand tu fais un mouvement, on va dire, comme ça, quoi. On va pas faire trop de gestes, mais bon, ça tient pas dans toutes les positions, on va dire. Et du coup, ce qu'on a fait, en fait, c'est juste d'inventer cette petite clip qui en fait fonctionne juste comme un mixeur. Donc tu rentres, tu tournes, et à ce moment-là, ça veut juste plus sortir. Oui, il y a un aimant aussi. Oui, voilà, l'aimant plus. Exactement, l'aimant qui te sert à trouver la bonne position. Et après, tu juste tournes comme un mixeur et du coup, ça ne peut pas sortir. Donc, c'est pour ça que oui, ça tient parce que physiquement, ça ne peut pas sortir. Oui, c'est ça. Et c'est trop bien pensé. Enfin, moi, je trouve ça... Oui, à moins que tu fasses un tour sur toi-même. Mais c'est pas une position, on va dire. Et en plus, je trouve que malgré tout, donc ça tient bien et c'est super simple à mettre. Genre, c'est pas tu galères à le mettre pour qu'après ça tienne bien. Genre, vraiment, c'est en... moi, je l'avais sur la vidéo, je l'ai mis avec une main. Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment... Et ça, c'est vraiment l'idée de rentrer facilement dans le quotidien et vraiment dans la relation. Tu n'as pas ce moment de rupture où, voilà, attends, je vais prendre l'harnais et tu pars pendant 10 minutes. Donc, c'est vraiment... T'as le temps d'aller faire les courses. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Moi, je trouve ça, de toute façon, toujours mieux quand les produits sont faits par les personnes qui sont concernées. Tu le sens tout de suite, ça se voit tout de suite, ça, même dans l'utilisation, tu te dis
mais pourquoi personne n'y a pensé avant, oui, tu mais vois. bien sûr. Coup, vous y avez pensé, oui. Mais nous, justement, on s'est dit, mais c'est con que personne n'y a pensé avant, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Oui, et justement, je trouve que ça met aussi un petit peu en lumière à quel point, pendant en fait des années, on a construit une vision des toys qui était, on va dire, vraiment créée par les industries de l'époque et qui n'était pas du tout faite pour nous faire avoir un bon rapport au toy, tu vois. En fait, il y avait vraiment ce truc, enfin, moi je me rappelle la première fois que j'ai, on va dire, découvert que ça existait, il y avait ce truc un peu de honte. Enfin, tu vois, il y avait ce truc un peu honteux où, genre, à l'époque, comme on disait tout à l'heure, les sex shops, c'était les trucs avec l'ancienne lumineuse un peu miteuse, avec les petits rideaux cachés dans une impasse, machin. Enfin, il y avait vraiment ce truc, fallait pas qu'on te voit rentrer dedans, etc. Et à la fois, il y avait aussi ce truc toujours, ça je me souviens, je crois que quand je suis arrivée à Montpellier pour la première fois, donc c'était en 2016, je crois qu'on était passé, genre une des premières soirées où je suis sortie, on était passé devant un sex shop et je me rappelle avoir vu la vitrine et j'étais là, tout avait l'air tourné autour d'un truc de domination, un peu, en fait, tu vois, de domination et de surperformance. Je me rappelle la taille des toys, déjà ils avaient tous une forme de pénis, vraiment avec voilà, les nervures, etc. Et les tailles, non mais les tailles, ça faisait la taille de mon avant-bras, en fait. Et du coup, tu te poses la question de, ok, qui utilise ça qui utilise ça, en fait, tu vois. Pour nous, c'était intéressant aussi d'essayer de faire un produit qui était juste normal, tu vois, juste de rentrer dans la normalité, de un peu aussi décomplexer l'utilisation des harnais en particulier, parce que les harnais, du coup, sont justement très liés à cette vision-là. Et qu'en fait c'était juste le truc le plus, enfin à la limite banaliser en fait ce produit-là pour l'enlever en fait de tout le pouvoir qu'on donne vraiment à le pénis en tant que lui, quoi. Donc clair. C'était vraiment de le rendre beaucoup plus esthétique, mais pas dans le sens esthétique, mais vraiment symbolique, mais pas vraiment, on ne voit pas un pénis, c'est juste on voit quelque chose qui peut stimuler ton vagin, et c'est juste ça. Voilà. Ouais, mais ça c'est hyper intéressant, et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, et qui est le fait qu'il y a beaucoup de personnes lesbiennes, ou en tout cas de personnes queer même, qui peuvent avoir du mal avec ce genre de toy parce qu'elles ont peur de reproduire, comme toi tu disais au début, un schéma très hétéronormé, une sexualité très hétéronormative, etc. C'est hyper fréquent. Ah ouais ? Ouais, de ouf. Enfin, en tout cas, dans les discussions que j'ai pu avoir avec des personnes concernées en abordant cette thématique-là, la peur de reproduire un peu des schémas comme ça, c'est vraiment présent, quoi. Bah, parce que je pense que c'est comme tu disais, c'est-à-dire que quand tu as passé une grosse partie de ta vie à déconstruire tous ces schémas-là en te disant genre j'ai cru que, mais en fait non, etc. Et non, la pénétration n'est pas au centre de l'acte sexuel, etc. Et que là, tu achètes un truc exprès pour... Voilà. Et je pense qu'il y a un truc aussi très culpabilisant des personnes hétéros aussi, qui vont te dire, mais du coup, pourquoi t'as besoin de faire ça si tu n'as pas, comme on disait tout à l'heure. Et moi, c'est un sujet qui revient souvent, tu vois. Et d'ailleurs, c'est un petit peu comme ça que j'avais commencé ma vidéo, pour tourner un peu en ridicule de c'est qui fait l'homme entre nous, etc. Parce qu'en fait, c'est toujours une question qu'on vient de... Je me suis retournée. Il y a toujours ce questionnement de... mais du coup, pourquoi vous avez besoin d'un sextoy pénétratif ? Pourquoi vous avez besoin d'un harnais ? Qui c'est qui fait l'homme ? Enfin, tu vois, ils ont besoin, j'ai la sensation, qu'il y ait toujours ce rôle homme-femme entre les personnes. Et puis, un truc aussi que j'ai beaucoup observé, ne serait-ce qu'à travers moi, on va dire... la manière dont j'ai construit ma vision de la sexualité lesbienne, etc. Il y a aussi beaucoup ce truc où, bon déjà, c'est moins le cas maintenant, et ça c'est un truc pareil que je remets vachement en question et dans lequel j'ai plongé avant, ce truc de top-bottom là. Ce truc de top-bottom, et donc en fait t'avais ce truc où c'était un peu admis, bah, tu me diras si toi c'était un peu pareil dans ta représentation, mais où les tops donnaient du plaisir mais n'en recevaient pas. En fait, c'était très dans la personne top va être celle qui va donner le plaisir mais qui va pas en recevoir, et limite t'avais des personnes, moi je me rappelle à l'époque sur les réseaux sociaux, etc., des personnes lesbiennes genre qui se disaient comme top et qui étaient là genre moi on me touche pas, tu vois, moi on me touche pas. Et ça m'est arrivé de rencontrer des meufs dans ma vie qui étaient là, qui étaient vraiment ancrées dans ce rôle de c'est moi qui fais, mais moi par contre tu me touches pas, en fait. Ou l'inverse, ou genre moi je reçois mais je touche pas non plus. Il y en a aussi des... Ouais, moi j'ai rencontré des personnes dans ce truc là, et du coup l'utilisation d'un harnais d'agotsature reproduisait aussi ce schéma là, parce que t'avais ce truc où tu pouvais donner du plaisir mais t'en recevais pas. Exactement. Du tout. Et donc en fait ça reproduisait aussi ce schéma
c'est moi qui donne, mais moi je reçois pas, et je me dis que c'est comme ça parce que voilà, je suis top et je suis dans cette posture du mec après, entre guillemets, et en fait juste petit disclaimer, c'est ok de pas avoir envie de recevoir de la sexualité et d'en donner, etc. Il y a des personnes qui sont asexuelles et qui ont aucun problème à donner du tout à fait. Non, effectivement, je parlais pas dans ce cadre-là, mais plus de personnes qui vont s'enfermer dans un rôle parce qu'on leur a dit que c'était comme ça qu'il fallait être. Et avant, ce truc de top et bottom, c'était vachement ça. C'était les tops, elles doivent faire ci, elles sont comme ça, elles sont masculines, c'est elles qui donnent, elles reçoivent pas, naninana. Et en fait, du coup, forcément, quand t'as ce niveau-là de représentation, tu t'y noies, en fait. Mais tu sais, moi, c'est exactement ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a appelé la marque Majoie. C'est parce qu'en fait, il y avait un truc moi, je me reprends, en fait, je reprends un peu le contrôle aussi de mon plaisir, parce qu'en fait, je peux vouloir être quelqu'un qui donne du plaisir pénétratif, mais aussi, j'ai envie de prendre le mien, tu vois. Donc, bien sûr. C'est juste ça, en fait, c'est la base du fait d'avoir, du coup, un truc qui donne du plaisir aux deux. Et parce que ça, on l'a pas dit, mais du coup, alors, t'as le harnais, mais à l'intérieur de la culotte, tu peux venir placer, du coup, un stimulateur clitoridien qui va, du coup, permettre à la personne qui porte le harnais d'avoir aussi des sensations et du plaisir. Et ça, c'est tout bête, en fait, mais tu dis... Mais ça fait toute la différence, exactement, en fait, dans la déconstruction des pratiques. Et qu'on est, du coup, déjà, je suis pas là pour te dominer, mais je suis pas là pour kiffer avec toi. Il n'y a pas forcément, du coup, cette histoire de... top-bottom, à la limite, c'est qui avant et qui après. On peut aussi s'échanger. Et je trouve que ça, c'est ce qui rend, en fait, l'utilisation beaucoup plus aussi simple et courant. Et parce qu'en fait, c'est aussi un des trucs où, en fait, tu l'achètes une fois, dis oui, c'est cool, mais après, tu l'utilises jamais. Alors qu'en fait... quand tu prends du plaisir à deux, c'est beaucoup plus facile aussi de l'intégrer dans ta sexualité courante, quoi. Ouais, c'est clair. Après, moi, du coup, tu vois, ce qu'on disait là, d'avoir un peu ce truc de schéma, etc., je pense que c'est très lié aussi au porno, disons-le. Avec clairement. des scripts, bon, déjà, dans la sexualité hétéro, je le confirme, il y a vraiment des scripts de relations. Alors d'abord, tu fais les prélis. Ensuite, il y a la pénétration. Souvent, c'est le mec qui finit, pas toi, mais toi, tu vas te faire foutre. Et ensuite, le mec s'endort et toi, voilà, en gros. Et c'est un peu et c'est vraiment, genre, c'est très scripté, tu vois, la manière dont on doit faire les choses, etc. Et je pense qu'il y a aussi une très mauvaise représentation des relations lesbiennes dans le porno. Mais parce que c'était créé par des hommes pour le plaisir des hommes, en fait. Mais du coup, qui fait cette représentation que je pense que beaucoup de personnes lesbiennes ont aussi tendance à jouer ces rôles-là qu'ils et elles ont vus dans ce porno pas fait pour nous, quoi. Et du coup, t'as vraiment un truc qui est très scripté dans les relations sexuelles, je trouve, de manière générale, peu importe finalement les relations et qui relationnent ensemble. Et j'ai la sensation que vraiment le porno, c'est terrible pour ça, parce que ça vient écrire vraiment un script de comment tu dois avoir une relation sexuelle, et si tu sors de ce script-là, t'as l'impression d'être nul, t'as l'impression de pas faire du sexe correctement, t'as l'impression de décevoir la personne qui est en face, et presque tu sais pas comment faire, du coup, tu vois. Justement, je pense que c'est déjà ce dernier point, c'est-à-dire qu'en fait, comme tout le monde, à un moment ou à un autre, on a vu passer des vidéos porno, même sans aller jusqu'au porno. Je trouve même les films. En fait, voilà, moi je trouve que à la limite, c'est les films qui sont pires, parce que le porno, si tu veux, c'est quelque chose, mais pas tout le monde a accès à ça, alors que les films, c'est assez... même les films, c'est encore pire, parce que les 3 quarts du temps, ils font même pas de préliminaire. Genre, direct, la meuf, elle se fait pénétrer, et t'es là, genre, mais mec, si tu essayes de faire ça, à aucun moment, tu ne rentres, en fait. Ça ne marche pas. Ce que je voulais dire, sans vouloir forcément, tu vois, faire un... le porno, en soi, c'est quand même un acte réel, et qui, du coup, ça implique aussi, tu vois, le fait que les acteurs le font vraiment. Alors que les films, du coup, comme c'est encore pire, parce qu'en fait, ça crée l'imaginaire érotique. Donc, en fait, de ne pas ce qui te plaît physiquement, mais de ce qui t'excite, et du coup, de ce qui devrait te plaire. Et du coup, je pense que c'est là où, en fait, il y a c'est le pire quand... même dans les films, tu vois, quand il y a des relations sexuelles entre femmes, tout est très nuancé, on voit pas forcément les choses, mais même, tu vois, c'est des choses qu'en fait, tu te dis,
jamais de la vie. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Et la vie d'Adèle. Et puis dans les relations, dans la représentation des personnages lesbiens ou juste LGBT dans les films avant, soit ils étaient soit ils mouraient, soit ils étaient genre ils avaient une santé mentale horrible, soit ils étaient au fond du trou, soit ils étaient en fait, ça n'a jamais été. Ça donnait pas envie. En fait. Je suis d'accord aussi sur la représentation des relations sexuelles lesbiennes. Tu regardes La vie d'Adèle, mais tu l'as vu ce film ou pas ? Oui. Personne fait ça. Oui. Peut-être qu'il y a des gens qui le font, tu vois, mais. C'est le film en soi, c'était 2 filles de 16 ans qui se découvrent pour la première fois. Puis quand on sait à quel point le tournage du film a été abusif par le réalisateur et tout, déjà tu comprends aussi plein de choses. Mais en fait, si tu dis, alors je me souviens, ma première fois à 16 ans, c'était pas si glamour. Et puis tu vois, ça joue beaucoup sur les clichés. Dans le film de La vie d'Adèle, elles font le ciseau pendant 42 heures d'affilée. Personne fait ça. Personne n'y arrive. Voilà, le cliché du ciseau, par exemple. Et même dans le porno, le truc du ciseau. Genre, c'est un cliché sur les relations lesbiennes, mais en fait, tu te rends compte quand t'es lesbienne que très peu de personnes font le ciseau, très peu de personnes arrivent à le faire, et très peu de personnes aiment le faire, tu vois. Carrément. Apparemment, quand t'arrives vraiment bien à le faire... C'est pour ça que juste à toi. Justement. Tu vois, apparemment, quand tu sais très bien le faire, ça peut être pas mal. Mais bon... Ouais, mais tu vois, et quand tu vas parler à des gens lambda des pratiques lesbiennes... Ah oui, ils vont dire, tu fais le ciseau. Oui. Direct. Ouais. Et du coup, je trouve qu'effectivement, les films ont un vrai impact aussi sur la représentation qu'on a. Tu vois... C'est quand même mieux maintenant. Je trouve que c'est de mieux en mieux. J'ai aucun exemple de film où des lesbiennes ont un rapport sexuel pénétratif, par exemple. Oui. Sauf peut-être dans quelques épisodes. Si, dans The L Word, je pense. Oui, voilà, quelques épisodes de L Word. Je l'ai pas vu en entier, moi. Non, moi non plus, mais je pense que c'est vraiment la Bible des mais du coup, il n'y a que les lesbiennes qui le regardent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce qui, par contre, après, je trouve qu'en termes de pratiques sexuelles, c'est assez varié, c'est assez riche, tu vois. Donc, tu peux... Donc, même si... je me souviens plus trop, mais enfin, il y a que ça dans la série. C'est ça qui est assez décevant, le fait que tout le monde l'a regardé, c'est bien, mais en même temps il y a que ça. C'est la seule. Et tu te dis, et c'est quand même, ça commence à dater un peu. Après, il y a eu un peu Orange is the New Black, je pense, qui a fait aussi un truc un peu plus moderne, on va dire, sur la lesbienne. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a quasiment aucune représentation dans les films de relations sexuelles lesbiennes pénétratives, et il y a presque aucune représentation de relations hétéro dans les films sans pénétration. Exactement. Ouais, c'est clair. Non, mais bien sûr. Je trouve ça. On va leur dire. Et on va devenir productrice de films et on va faire des films. Allez, un truc en plus. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est fou. C'est fou. Oui, et puis en fait, je pense que même si aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les médias, il y a quand même de plus en plus de représentations, etc., il reste quand même des sphères qui peuvent être des sphères intimes comme justement les toys, etc., qui pour plein de gens restent hyper tabous. Oui, je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup joué sur la démocratisation quand même du plaisir de manière générale et sur les toys, et je pense d'ailleurs que ça a beaucoup aidé tous ces hommes à devenir très riches, tu vois, de tous ceux qui ont créé des toys et tout, parce qu'on a parlé de la libération sexuelle, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui osent dire moi j'en utilise et c'est pas la honte, justement, tu vois. Et je pense que c'est ça qui a permis aussi de faire en sorte qu'il y ait des marques qui émergent aussi bien en termes de création de sextoys, mais aussi tu vois, de revente, donc des boutiques, etc., qui sont beaucoup moins cringe que ce qu'on avait quand nous on était jeunes, et qui permettent aux plus jeunes de venir questionner des personnes qui sont expertes aussi, de poser des questions, tu vois. Mais parce que ça peut être, parce que c'est aussi quelque chose où ça peut être beau. Oui. En fait, tu vois. Avant, il n'y avait pas du tout cette culture du beau et de l'esthétique et de la délicatesse un peu dans le fait de penser. Alors, avant, tu prenais les toys d'avant, comme je dis, il n'y avait rien de délicat en fait. Non, c'est ça. Non, et puis maintenant, il y a aussi beaucoup de boutiques qui sont pas tournées que sur la sexualité, mais sur le désir et sur le plaisir, tu vois, avec des choses qui sont pas forcément des toys. Donc, on va parler de bougies de massage, des trucs comme ça, qui sont beaucoup plus axés aussi sur toute la sensorialité et toute l'intimité de manière générale. Justement, en fait, il y a eu un avant-après dans l'industrie, c'était le Covid, où en fait tout le monde était à la maison. Donc, ils avaient que ça à faire. que ça à faire. Mais justement, en fait, où on a mieux compris aussi l'importance du bien-être. Et du coup, en fait, il y a eu un peu un tournage vers
plaisir, ça veut dire bien-être aussi. Ouais. Et donc, en fait, c'est pour ça que toutes les marques ont fait, enfin, pas toutes les marques, hein, mais qu'il y a des marques qui, du coup, sont montées, qui revendiquent, en fait, cet droit au plaisir comme source de bien-être. Et si tu veux, pour nous, c'était aussi un des trucs... on va dire, vraiment fondamental pour arriver à se lancer. Parce que justement, nous, si tu veux, pour la petite histoire, on a été financé par, entre autres, la BPI, donc dans la French Tech, etc. À aucun moment, si je disais je fais des de ceinture, personne ne m'aurait donné de l'argent, tu vois. Donc, il a fallu tourner le truc. Enfin, tu vois, oui, tu vas faire quelque chose pour le plaisir et le bien-être des gens. Même pas plaisir, tu peux pas dire plaisir. Ouais, pour le bien-être. C'est le bien-être. Ouais, le bien-être intime. Intime, voilà, et ça change tout. Et que d'un côté, c'est du foutage de gueule, mais l'autre côté, en fait, c'est que c'est la vérité aussi. Oui. Parce qu'en fait, quand tu ne trouves pas quelque chose qui te va bien, en fait, t'es mal. En fait, quand t'es pas bien dans ton corps et dans ta sexualité, en vrai, c'est pénible et ça se voit dans tous les aspects de la vie que tu vis pas épanoui, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, et à savoir quand même, malgré tout, et c'est vrai que même si c'est pas trop le thème aujourd'hui, mais c'est quand même important de le dire, la sexualité, c'est pas une injonction, c'est pas une obligation, quoi. Oui, voilà. Là, on parle de ça pour les personnes qui apprécient le fait d'avoir une sexualité, mais évidemment, c'est pas une injonction, on n'est pas obligé de passer par le plaisir sexuel pour être épanoui dans sa relation ou dans son existence. Et là, on parle, on va dire, pour les personnes pour qui c'est important. Pour qui c'est important, quoi. Ouais. Trop bien. Écoutez, ça fait déjà plus de 42 minutes qu'on parle. Ça passe vite. Hein. Ouais, ça passe trop vite. Donc, je sais pas si tu veux rajouter des choses, si tu avais des sujets que tu voulais aborder, mais je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui, on a beaucoup parlé. Ouais. Et on t'avait prévenu, hein. Et en tout cas, je pense que c'est intéressant aussi, là, pour les personnes qui nous écoutent, quand elles questionnent, on va dire, leur propre rapport à leur sexualité, à l'utilisation de toys, etc., de se poser un peu la question aussi d'où viennent leurs croyances, en fait. Et souvent... en fait, les personnes, elles n'ont pas trop de réponses. Quand moi, je leur dis, elles viennent... là, ta croyance sur le fait que un objet, ça veut dire que toi, t'es pas suffisante. Oui. Ça vient d'où ? Je sais pas, en fait. Parce qu'en fait, c'est juste des trucs qui sont tellement sociétaux qu'en fait, on saurait même pas dire d'où ça vient. On va pas se dire, ah ouais, je me souviens, c'est machin qui me l'a dit. Non, c'est un truc qui est tellement ancré dans l'imaginaire collectif et dans les mœurs que quand tu dis à la personne, ok, d'où elle te vient cette croyance, ils vont te dire, c'est juste comme ça. Et là, c'est important de se rendre compte, de se dire, ok, donc il y a un truc qui est en train de dicter ta sexualité. Et tu me dis juste, je sais pas d'où ça vient, c'est comme ça. Oui. Et en fait, à partir de là, je trouve ça hyper important de comprendre qu'il y a vraiment des croyances et des clichés dans l'imaginaire collectif. Ça veut pas dire que ces croyances et ces clichés sont justes et vont te permettre de t'épanouir dans ta sexualité. C'est important. Et souvent même au contraire. Et même souvent au contraire, surtout pour les personnes qui ne sont pas des hommes cis hétéros. Et donc, prenez le temps de questionner un petit peu tout ça. Et ça veut pas dire qu'il faut absolument que vous aimiez utiliser des toys. Hein. Pareil, c'est pas une obligation. Mais en tout cas, si c'est quelque chose où, comme tu disais un peu toi tout à l'heure, ce truc de un peu de conflit interne, de oui, mais non, mais oui, mais non. Si vous êtes dans un oui, mais non, c'est qu'il y a ce oui. Et c'est important d'aller déconstruire ce non, en fait. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'au final, je pense que c'est vrai qu'on fait beaucoup de travail de déconstruction et je pense que c'est bien. Mais en fait, je pense que des fois, en fait, on se... Je dis pas qu'on se prend trop la tête, mais qu'en fait, il faut que quand même la sexualité reste, tu vois, aussi un truc de plaisir, de joie, même de casse-tête, quoi. Voilà. mais de... Enfin, tu vois, de simplicité aussi. De simplicité, et spontanéité, je pense aussi. Spontanéité, il y a un côté instinctif. Des fois, tu sais pas pourquoi des choses te plaisent. Enfin, c'est pas grave, juste tu vois, te pose pas la question, juste ça tout le monde est consentant. Exactement, c'est ce que j'allais dire, tu vois. Donc, faut pas non plus se faire trop le jugement de ses désirs à soi. Tant qu'en fait, tu es avec quelqu'un qui est d'accord avec toi et qui est consentant, tout va bien, tu vois. Donc, faut pas trop réfléchir à ça parce que des fois, en fait, on se gâche aussi un peu l'expérience juste parce qu'on y met trop de pensées c'est clair. dans un truc qui reste quand même assez... je vais pas dire animal, mais quand même instinctif. Instinctif. Carrément. Trop bien. Vous avez toutes les informations de Ma Joie en description, les réseaux sociaux,
code promo, Exact. lien, Oui, voilà. tout. Vous écrivez, voilà. Exactement. Partout, voilà. Si jamais vous avez des questions sur le harnais, n'hésitez pas à écrire sur l'Instagram de Majoie directement, comme ça. Ou ça peut être aussi en commentaire de l'épisode si jamais. Des questions sur le harnais, il vaut mieux que ce soit Hilaria qui puisse y répondre. Donc sur le Instagram. Tu connais très bien les gens. Je peux faire le SAV si tu veux. Mais n'hésitez pas à écrire. C'est toi qui gères le Insta, donc c'est Hilaria qui vous répondra si jamais vous avez des questions sur le harnais. Yes. Et puis c'était trop cool, j'adore. Ouais, c'est super intéressant. Voilà, en tout cas, si ça vous parle et si ça vous fait penser un petit peu à votre vécu, n'hésitez pas aussi à nous raconter en commentaire. Nous, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir un peu lire vos expériences et vos retours. Voilà, et moi j'espère que Majoie vivra, parce qu'on sait que c'est toujours dur de lancer sa marque et d'être son propre patron, on connaît ça. Donc et n'hésitez pas du coup aussi à soutenir les produits et les marques qui sont créés par des personnes concernées par les produits qu'ils créent, ça c'est hyper important. Parce qu'on sait aussi que logiquement c'est chouette et ça répond bien aux besoins. Exactement. Oui. Des fois on n'a pas forcément les mêmes, le même niveau de service, le même niveau de care des gros marques, juste parce qu'en fait c'est moi et du coup mon ex c'est excellent, c'est vraiment excellent. Et du coup on bosse aussi à côté, donc voilà, oui, vous donnez le maximum. Voilà, on donne le maximum, c'est pas toujours parfait, mais c'est quand même je pense très important et on y croit vraiment parce que on sait quand les gens nous arrêtent dans la rue, enfin on n'est pas des stars, mais tu vois, on va à la Pride, des fois on donne des flyers, les gens disent mais oui, mais je vous connais, c'est trop bien, et en fait ça fait vraiment plaisir de savoir qu'en fait juste les gens apprécient ce qu'on fait parce que le comprend vraiment. Et du coup, résoudre un vrai problème, ça fait. Après, du coup, si toutes les lesbiennes qui nous écoutent achètent Majoie, peut-être que tu pourras quitter ton job. Exactement. S'il vous plaît. Vous avez entendu. Faites en sorte qu'elle puisse quitter son job, comme ça elle sera à temps plein pour vous. Exactement. Trop bien. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. On aurait pu discuter encore, je pense, 1h30, mais comme d'habitude, on va s'arrêter là, sinon vous n'allez plus nous écouter. Merci d'avoir écouté cet épisode. Du coup, le deuxième de la saison, il en restera encore 3 après celui-là. Et du coup, ça veut dire qu'on se retrouve déjà dans 2 semaines. Ouais, c'est ça. À bientôt. À bientôt. Bye. Salut.